Sud Radio Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot. Bonjour à tous, Sud Radio Politique sous influence, l'émission qui vous dit tout ce que les réseaux sociaux pensent tout bas. Cette semaine, le capitaine du Grand Matin Week-end, Jean-Marie Bordry, est avec moi. Bonjour à vous. Rien que ça, j'ai une promotion effectivement. Bonjour à vous Guillaume. Bonjour. Cyril Attias, également le fondateur de l'agence médiasociaux.com, nous rejoindra en seconde partie d'émission. Et comme tous les samedis, on va démarrer par les buzz de la semaine, avec un chien qui vote LR, avec un hashtag Vladimir Zemmour, avec un twerk sacrilège sur TikTok, avec Jason Chicandier qui ferme sa boutique sur YouTube, et le tout en restant sérieux. Et puis nous partirons sur la ligne de front russo-ukrainienne. Est-ce que vous savez que la guerre russo-ukrainienne a démarré il y a plus d'un mois? Ah oui, ça a commencé en coulisses d'ailleurs. Exactement, sur les réseaux sociaux. Et Ludmila Totieva nous expliquera comment cette guerre d'ailleurs se livre sur et par les réseaux. Enfin, nous sommes à moins de 45 jours du premier tour. Il est temps de sonder ceux qui font la stratégie en ligne des candidats. Et cette semaine, on reçoit Samuel Lafont, le stratège numérique d'Éric Zemmour. Il nous expliquera comment il a réussi à faire de son candidat le champion des réseaux. Allez, c'est parti pour une heure de décryptage sans langue de bois. Sud Radio Politique sous influence, Guillaume Bigot. Alors Jean-Marie, cette semaine, c'est une drôle de mascotte qui est apparue sur les réseaux et dont Valérie Pécresse se serait bien passée. Oui, on est d'accord, ça a commencé, Guillaume, par une enquête fleuve du journal Libération cette semaine, intitulée « Une primaire bidon » ou comment de faux adhérents au parti Les Républicains ont pu désigner la candidate du parti à la présidentielle. Vous aviez en tout dans ce fichier des adhérents fantômes, vous aviez des personnes décédées, oui, des morts, vous avez même un chien qui a pu voter. Alors évidemment, vous imaginez que quand l'article a été publié, vous vous doutez que ça a fait beaucoup réagir. Le parti a répondu immédiatement pour dénoncer une pseudo-enquête basée sur des approximations, des sous-entendus, des allégations qui auraient visé à délégitimer la candidate des Républicains à l'élection présidentielle. Le problème, Guillaume, si vous voulez, c'est que, évidemment, quand vous apprenez sur votre smartphone qu'un chien a pu voter à l'élection interne des Républicains, vous allez en général sur les réseaux sociaux, vous commentez. Oui. Ça m'arrive, je le confesse. Ça a fait un effet boule de neige, je vous le confirme. Effectivement, Guillaume, puisque les réseaux sociaux s'en sont emparés, ils ont éclaté de rire. Le chien qui a été inscrit au fichier des adhérents s'appellerait Douglas, c'est ce que les gens ont découvert. Libération a pu en avoir d'ailleurs la confirmation de son maître, un adhérent aux Républicains qui soutenait, c'est important, Éric Ciotti et non Valérie Pécresse. Et il y a même un hashtag qui est apparu, Douglas Pécresse, sur lequel je pense une journaliste bien connue de nos auditeurs, Apolline de Malherbe, a rebondi pour dire que ça allait quand même bien se passer, même si elle recevait le chien. Absolument, parce que un compte Twitter a été créé, il a tout de suite eu plusieurs milliers d'abonnés. Il s'appelait Douglas Pécresse, il disait j'aurais le bonheur d'être invité sur une radio concurrente chez une journaliste, Apolline de Malherbe, qui a tout de suite réagi, évidemment. Alors bon, puisque Valérie Pécresse est depuis le début la cible numéro 1 d'Éric Zemmour. C'est celui-ci qui s'est fendu d'un tweet, je cite... Ah oui, ils n'ont pas raté. Les équipes de Reconquête n'ont pas raté Valérie Pécresse. Un vrai tapis de bombe. Je cite Éric Zemmour, le parti animaliste en rêvait, Valérie Pécresse l'a fait. Le vote des animaux est donc enfin comptabilisé. Ça, c'est ce qu'on appelle du trolling. Vous vous rappelez la définition du trolling? Bien sûr que je me rappelle le trolling. Le trolling, c'est-à-dire que on va se comporter comme une espèce de machine à produire des tweets. Absolument. Et surtout, on va se moquer. Ça, c'est la règle numéro 1. Éric Zemmour qui va jusqu'à s'improviser en parfait troll d'Internet. Il annonce sur ses réseaux, je cite, que son parti Reconquête est le premier parti qui autorise l'inscription de vos animaux de compagnie. Mais attention, ils ne pourront pas voter. Bon, d'après vous, ça n'a pas plu à qui, Guillaume? Difficile à dire, mais Valérie c'est un Pécresse. Peu vache, mais aussi, j'imagine, à la candidate animaliste. Non? Exactement, Hélène Touy qui du coup a répondu « Non, la cause animale est un sujet sérieux, arrêtez de faire des blagues, merci Éric Zemmour de ne pas piétiner les valeurs de millions de citoyens. » Alors je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, et surtout les enjeux fondamentaux que l'animalisme porte. Alors ça c'est vrai, d'ailleurs les sondages le montrent. De son côté, un des bras droits d'Éric Zemmour a aussi publié, c'est Guillaume Pelletier, une photo de son propre chien. Alors lui, il s'appelle pas Douglas, il s'appelle Milo, mais la blague s'est retournée contre lui puisque des membres des Républicains, notamment un député, lui ont répondu, contrairement à toi Guillaume, les chiens, eux, sont fidèles. Pourquoi dit-il ça? Parce que Guillaume Pelletier est passé avec armes et bagages des Républicains au parti Reconquête d'Éric Zemmour. Ça n'a quand même pas empêché beaucoup de visuels de chiens d'envahir les réseaux toute la journée. Sur Twitter, vous avez eu beaucoup de faux comptes. Les chiens avec Valérie Pécresse qui ont pullulé, j'imagine, pour le plus grand plaisir des internautes, Guillaume. Mais je crois, Jean-Marie, que si on prend un peu de recul sur cette affaire de burlesque canine, Valérie Pécresse, on l'a vu, est la principale victime.
Mais pourtant, vous l'avez rappelé, c'est un militant pro-Ciotti en PACA qui a fait voter le fameux Douglas, l'encarté à quatre pattes. Donc ça, c'est quand même curieux. Mais enfin, c'est passé complètement à l'as. Ensuite, si on parodie un peu Valérie Pécresse, qui dit « les sondages, ça va, ça vient comme la queue du chien », là, tout le monde a regardé la queue et n'a pas vu le chien. Parce qu'en fait, ce micro-buzz burlesque a caché le vrai scandale politique. Certes, il y a les morts, et ça, on nous avait déjà habitués à faire voter les morts. Mais surtout, les électeurs ne sont pas tous apparemment de nationalité française, même pas tous francophones, ceux qui ont participé à la primaire LR. Et ça, c'est Mediapart qui avait sorti l'affaire bien avant Libé. Et personne chez LR n'avait démenti. Et ce qui est tout de même louche, c'est qu'en à peine plus d'un mois au démarrage de cette primaire, les LR sont passés rapidement de 80 à 148 000 adhérents. Ben voyons, comme dirait l'autre. Et autre problème extrêmement sérieux, qui ne fait que corser cette affaire, c'est qu'entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti, l'écart au soir du premier tour de la primaire était inférieur à 700 voix. Et donc, je vais peut-être partager avec vous cette dernière réflexion, c'est que lorsqu'un parti, finalement, Jean-Marie, dispose d'un candidat naturel, alors c'est le cas pour Reconquête, c'est le cas pour La République En Marche, c'est évidemment le cas pour la France Insoumise, alors il n'y a pas besoin de primaire, parce qu'en théorie, les primaires sont des machines à légitimer, mais en pratique, sont des machines à diviser. Oui, c'est sûr en tout cas que des allégations de fraude posent problème quand vous avez une élection qui est particulièrement serrée, effectivement, Guillaume. Alors, deuxième buzz, les ébouristes à Bois, la caravane Pécresse désormais riposte et même mort, je crois. Exactement. On va parler d'un hashtag qui est apparu sur le Twitter francophone qui s'intitule, je cite, Vladimir Zemmour. Alors ça, c'est avec l'accent russe. Ça a commencé dès jeudi après le début de l'invasion russe. Guillaume, c'est un mot dièse, le hashtag Vladimir Zemmour. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, cette fois-ci, ce sont les Républicains qui ont sonné la charge sur les réseaux sociaux. Le parti a même envoyé un SMS à tous ses adhérents, je cite, participer à la mobilisation sur Twitter pour démontrer l'allégeance d'Éric Zemmour à Vladimir Poutine. Tweetez au maximum le hashtag Vladimir Zemmour en ajoutant le lien de cette vidéo. Nous comptons sur vous. D'après vous, il y avait quoi dans cette vidéo? Eh bien, vous aviez toute une minute qui compilait d'anciennes déclarations du candidat Zemmour. Et effectivement, elles font mauvais genre quand on apprend à ce moment-là de la semaine que les Russes sont en train d'envahir l'Ukraine. Je pense que Poutine a tout à fait raison de faire ce qu'il a fait depuis une dizaine d'années. Moi d'abord, j'estime que c'est un patriote russe. C'est ça que j'admire d'abord chez lui. On est là à faire un cirque parce qu'il a occupé la Crimée. Excusez-moi, Poutine n'est pas un danger pour moi. La presse occidentale passe son temps à faire de Poutine un méchant. Il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé. Le provocateur, ce n'est pas Poutine. Les Occidentaux sont malvenus de critiquer Poutine. Oui, Éric Zemmour pris en flagrant délit de poutinolatrie sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu la musique? Ah, c'est un hymne sublime. C'est l'hymne national russe qui était ajouté par-dessus les déclarations d'Éric Zemmour. Il faut rappeler 26 millions de morts, ils nous ont sauvés du nazisme. Mais enfin, passons. C'est une autre époque. C'est de bonne guerre, en fait. C'est un peu une réponse, je crois, de la très jupéiste Valérie Pécresse aux lepénistes et peut-être même aux filanistes à l'époque qui avaient matraqué sur le thème d'Ali Juppé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017. C'était lors de la primaire de la droite en Exactement. 2017. Et ça mettait en cause la conversion de l'ancien Premier ministre Alain Juppé à la pratique québécoise des accommodements raisonnables. Et ça dénonçait aussi la proximité du maire de Bordeaux avec l'imam de sa ville, Tarek Obroux. Alors on reparlera tout à l'heure de cette guerre sur les réseaux, la guerre politique sur les réseaux avec Samuel Lafont, le stratège numérique d'Éric Zemmour. En attendant, connectons-nous sur TikTok, parce que je crois qu'il y a un autre buzz qui a fait hurler les catholiques et ceux qui défendent le caractère sacré des lieux de culte d'ailleurs. Oui, absolument, c'est loin de la guerre, loin des présidentielles, mais ça a aussi fait grand bruit cette semaine. C'est plus léger ou pas? C'est une histoire de blasphème, mais ça se passe en France. C'est une petite vidéo sur TikTok, vue plus de 20 millions de fois en quelques jours cette semaine. Il fallait quand même se pencher sur ce phénomène. Vous y voyez quoi? Vous y voyez deux jeunes garçons habillés en filles, danser de manière assez suggestive, c'est ce qu'on appelle un twerk en anglais. Elles se déhanchent, mais elles sont dans une église. Elles font des gestes lascifs, assez suggestifs. L'un des deux danseurs est très connu sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Benjamin Ledig. Il a 18 ans. Il a sans doute jugé que son buzz en valait un autre. Pourquoi pas? Alors, pour étendre son influence sur TikTok, il a posté cette vidéo qu'il met en scène devant un hôtel, donc toujours dans l'église, affublé d'un crop top. Alors, un crop top, c'est quoi? C'est comme un petit débardeur, mais qui laisse apparaître votre nombril. En gros, il est trop court, quoi. Voilà, il était habillé comme ça. Ça a beaucoup choqué certains catholiques. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Le jeune homme s'est fait copieusement insulté, il s'est même fait menacer de mort plusieurs milliers de fois. Oui, alors là, on est complètement dans le mélange des genres, c'est le moins qu'on puisse dire. Les internautes les plus malveillants
ont partagé même le numéro de téléphone de la mère de ce Benjamin Ledig sur les réseaux. Ça s'appelle un scandale absolu, le d'ailleurs. doxing. C'est un scandale absolu, c'est évidemment puni par la loi. Le doxing, c'est une culture, dans la culture des réseaux, c'est le fait de révéler des informations personnelles afin d'encourager le harcèlement. Évidemment, on rappelle que c'est strictement interdit. Et puis, il y a eu une récidive. Et enfin, ça a été le Graal, si j'ose dire, pour ce jeune homme. Le Graal, c'est-à-dire, c'est un peu le syndrome Andy Warhol. Je serai célèbre 5 minutes dans ma vie. Il a enfin accédé au Saint des Saints, le plateau de Cyril Hanouna. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis venu aujourd'hui seul. Ouais. Pour être le plus sincère, le plus honnête et le plus indépendant possible. Et je veux aussi revenir sur ce que j'ai dit du coup c'était vendredi. Quand je suis venu. La raison pour laquelle j'ai posté cette vidéo ou que je l'ai faite ou quoi, c'était pas pour combattre les préceptes de l'homophobie comme je l'avais dit. C'était pas vrai. La vérité, c'est que c'est une bêtise. Je l'ai fait consciemment, cette bêtise. Je savais le danger auquel je pouvais m'exposer ou quoi. Oui, enfin les dangers, effectivement, c'était plusieurs milliers d'insultes, plusieurs milliers de menaces aussi, il y en a eu. Bon, après, des gens plus ou moins légitimement choqués. Hein. Bon, la morale de l'histoire, c'est quoi ? On remarque d'abord que ce TikToker très très courageux n'a pas été faire son twerk dans une mosquée. C'est ce que Marx appelait frapper sa grand-mère, c'est-à-dire qu'il s'attaque à l'église catholique qui ne riposte pas, bien sûr. C'est plus pratique. Il y a eu quelques milliers, on l'a dit aussi, il a eu des menaces de mort. Et qui sont absolument inacceptables. Inacceptables. Non, ce qui est frappant, je pense, sur les réseaux, c'est la superposition entre deux vidéos qui ont buzzé. Celle-ci, et puis l'autre vidéo où on voit une jeune femme dérouler un tapis de prière et faire sa prière dans une salle de cours de l'université de Reims. Et certains ont fait le rapprochement entre les deux. Bref, il y a finalement quelque chose de malsain dans cette façon de traîner certaines religions dans la boue et pour d'autres religions, finalement, de chercher des prétextes à se victimiser. Bon, allez, on va se détendre un petit peu avec quelque chose de plus léger, je vous propose, avec modération malgré tout, Guillaume Bigot. C'est un des derniers buzz de la semaine. Je ne sais pas si vous étiez fan de la chaîne YouTube de Jason et non pas Jason. Jason Chicandier. Vous connaissez Chicandier ou pas ? Je suis un grand fan de Chicandier. Alors, vous étiez un grand fan. Il avait une émission sur YouTube, sur sa chaîne. Ça s'appelait L'Addiction, s'il vous plaît. Non, pas l'addition, s'il vous plaît. L'Addiction, s'il vous plaît. Si vous en étiez fan, vous allez être déçu parce que si vous en étiez fan, vous allez être déçu parce qu'il a été contraint par un procès à fermer sa chaîne. Pourquoi, vous allez me dire ? Eh bien, parce que la trop bonne ambiance bistrot qu'il y avait dans son émission et avec ses invités faisait qu'il conversait autour de bonnes bouteilles de vin et d'un bout de sauciflard. Le problème, c'est aussi que la loi E20 interdit de faire la promotion de l'alcool et du tabac. En gros, quoi ? Ce qui est légitime. On buvait, on fumait et on mangeait. Mais on faisait aussi des jeux de mots sur l'addiction, s'il vous plaît. C'était un peu limite. Mais enfin, on remarque quand même que l'époque est pleine d'interdits, pleine d'indignation, pleine de pudibonderies en tout genre. Et bon courage quand même à Chicandier, qui est un peu un bon vivant perdu dans un monde de brutes. Allez, sans transition, on va parler d'un sujet beaucoup plus grave. Un monde de brutes où la guerre n'a pas disparu d'ailleurs. Exactement, direction l'Ukraine, on vous y emmène dans quelques instants sur Sud Radio Politique sous influence. Comment a commencé la guerre en Ukraine ? Et est-ce que les réseaux sont une arme de guerre ? Sud Radio Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot. Alors, ça fait presque une semaine que Moscou a déclenché l'invasion de l'Ukraine. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Mais en réalité, ça fait peut-être plusieurs semaines avant, peut-être même des mois avant, que l'offensive avait démarré. Poutine tend à être effectivement très têtu et très prévisible. Le locataire du Kremlin, c'est aussi quelqu'un qui a lu Clausewitz, le théoricien de la guerre, et qui a écrit « La guerre et la poursuite de la politique par d'autres moyens ». Or, nous sommes en 2022 et l'espace numérique est devenu un champ de bataille. Les réseaux sociaux sont peut-être un prolongement de la guerre par d'autres moyens. En tout cas, je reçois une Ukrainienne qui se bat, Ludmila Totieva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante en politique publique et membre de l'association Groupe Ukraine Action. Vous allez nous expliquer ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux en Ukraine. Est-ce que c'est effectivement un instrument de guerre ? Mais d'abord, d'où parlez-vous ? Comme on dit, qu'est-ce que votre groupe Ukraine Action ? Expliquez-nous. Voilà, c'est vrai que la guerre, elle a commencé beaucoup plus avant. Il faut commencer par la cyberattaque du 14 janvier qui était faite sur tous les services du gouvernement, alors aussi sur les banques, les banques principaux. Et depuis le 14 janvier, c'est si vous voulez, la situation d'alerte en fait sur tout ce qui est les réseaux du gouvernement, des sites. Après, sur les réseaux sociaux, ça c'est autre chose. Ça c'est un champ de bataille à part. Et cette attaque du 14 janvier, elle a fait des dégâts, comme
Comment ça s'est même concrétisé sur place? En fait, ça a fait beaucoup de dégâts parce que c'était impossible d'accéder à plusieurs services, comme par exemple DIA, c'est un service en ligne de tous les, si vous voulez, en fait, tous les services administratifs ou autres. C'est l'équivalent ukrainien de France Connect. Voilà, tout à fait, voilà. Et plusieurs autres choses étaient inaccessibles aussi, que certaines données étaient perdues et ils sont en train de voir comment les récupérer. Et la cyberpolice ukrainienne, il y a aussi un département comme ça dans la police, ils sont en train de vraiment veiller sur comment la situation se passe et ils donnent des recommandations comment réagir s'il y a dans ces situations d'alerte. D'ailleurs, le 22 janvier, il y avait déjà une autre attaque qui était très féroce de même manière, disons, toujours sur les services publics en ligne? Toujours sur les services publics en ligne, surtout ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le cabinet des ministres. Et ils ont ciblé les organismes gouvernementaux. Exactement, okay. Voilà. Et d'autre part, ce qui se passe, c'est aussi, il y a des attaques plutôt sur les usagers normaux de téléphones mobiles ou d'autres, de Telegram, de Viber, qui reçoivent des messages phishing, voilà, comme quoi il faut cliquer. Voilà. Par exemple... Ah oui, et ça vous donne des virus, ça vous met des virus dans les téléphones. Tout à fait. Et c'est-à-dire que la partie de votre donnée, il peut partir, en fait, il peut être exploité par les gens qui attaquent. Ouais, donc c'est vraiment, vous avez une attaque massive depuis des semaines et des semaines, en fait. Avant, ça a préparé quasiment l'offensive militaire. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous savez s'il y a des usines à trolls, on parle de ces usines à trolls, vous en avez la trace en Ukraine, ces usines à trolls russes, comment ça fonctionne? En fait, c'est vrai que l'usine à trolls, c'est une des principales manières de fonctionner, justement de créer certaines choses, créer des sentiments chez les personnes, de diffuser certaines informations. Moi, je ne pourrais pas dire trop de détails sur ça, mais c'est sûr qu'il y a des usines à trolls qui fonctionnent et qui sont en fait organisées par les services russes. En tout cas. Bah oui. Et ça se manifeste comment? Sur les réseaux sociaux des Ukrainiens? Justement, il y a beaucoup de commentaires sur les vidéos qui sont les plus promues en fait par certaines personnes. Surtout que là, il y a beaucoup de vidéos de bombardement. Voilà. Donc typiquement, vous avez une vidéo de bombardement qui accuse la Russie, et là, vous avez les trolls qui rentrent en action. Exactement. Ils mettent plusieurs commentaires qui sont très très offensifs. Enfin, c'est-à-dire de quel genre? Ça donne quoi, oui. Voilà, vous les Ukrainiens, vous en pensez, vous êtes des débiles, voilà. Et plusieurs insultes en fait qui sont comme ça. Et effectivement, quand on regarde les comptes, il n'y a rien derrière. C'est des faux comptes ou alors ils sont multipliés. Vous avez aussi de la désinformation ou pas? De fausses nouvelles qui ont été déclenchées? Beaucoup d'informations. Quel type de nouvelles? Des informations surtout qui sont diffusées déjà par les réseaux, par les médias russes, qui sont après repliquées sur les réseaux sociaux et qui diffusent comme ça. Par exemple, ils montrent un tank ou quelqu'un qui passe par Kiev et ils disent que ça, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui vont écraser leur peuple. Et tout ça, c'est diffusé. C'est-à-dire c'est l'art de la dissimulation. C'est vraiment un petit mensonge, ou un grand mensonge, sur des choses qui paraissent être véritables. C'est-à-dire la vidéo, elle était véritable, c'était pas fausse, mais c'est ce qu'il disait en fait. C'est l'interprétation. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser aussi les réseaux sociaux, j'imagine que tout le monde le fait, comme une sorte de marqueur, comme pour prendre la température du moral des troupes et du moral de la population sur place? Vous, en tant qu'Ukrainienne, qu'est-ce que vous voyez des réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut dire de la résolution de la population à travers les réactions sur les réseaux? C'est vrai que à travers des réseaux, on voit que il y a beaucoup de personnes qui essayent de ne pas se céder à panique, vraiment faire des choses qu'ils peuvent faire s'ils sont, par exemple, si ce sont des civils dans les villes, c'est-à-dire d'essayer suivre les indications qui étaient données par le gouvernement et effectivement ne pas céder à la panique, parce que la panique c'est le plus grand problème qui peut se faire, et surtout les réseaux sociaux, parce que ça se dissimule. Ça se fait très très vite. Ça se propage à une vitesse celle de la lumière. Oui. Est-ce que vous sentez une résolution à se battre? Est-ce que votre diagnostic, à partir des commentaires que vous voyez sur les réseaux sociaux en Ukraine, c'est que on va avoir une guérilla en fait Poutine va vers une guérilla sur le long terme et il va y avoir des problèmes pour l'armée russe sur place? Tout à fait. Moi, je le vois parce qu'il y a la détermination aussi du peuple ukrainien de se battre parce que c'est notre terre, c'est notre territoire, c'est notre pays à défendre. Et ce qui est très encourageant, c'est de voir aussi Russes,
moldaves, géorgiens qui s'unissent avec nous, qui aussi soutient les efforts des Ukrainiens contre le régime de Poutine et du Kremlin. Voilà, alors justement, là, du côté des réseaux sociaux russes, est-ce que vous sentez une adhésion à Poutine? Est-ce que vous sentez une unanimité, un réflexe patriotique, ce qui est normal en temps de guerre, ou pas? Si, il y a quand même ça, cette réflexe patriotique, mais il ne faut pas aussi nier des faits qui se passent, c'est-à-dire que les gens, ils commencent à réaliser que ce qui se passe, ils ont honte. Juste, ils ont honte complètement de ce que Poutine fait et ce que ça va faire en termes de long terme, un long terme pour leur pays. C'est-à-dire qu'il y a quand même je sais pas, un petit réveil qui se passe aussi. Cette affaire de nazification, par exemple, le fait que Zelensky soit d'origine juive, c'est quand même assez choquant. On rappelle d'ailleurs, c'est Vladimir Poutine qui, lorsqu'il a envoyé les armées envahir l'Ukraine, a dit que c'était une opération qui avait pour but la dénazification de l'Ukraine. Exactement, il y a deux objectifs, démilitariser d'un côté et dénazifier de l'autre. Alors, là, il y a des traces de cette volonté, de cette propagande en ligne sur la nazification ou la dénazification? Tout à fait. Les réseaux sociaux, ça joue énormément la carte de nazi, fasciste. Alors, tout ce qui est les trolls, les bots, ils vont accuser les Ukrainiens d'être fascistes, d'être nazis. Et après, ça sera aussi touché, ça va toucher le président Zelensky, parce que avec son origine juive, c'est un peu incontournable. Je vous remercie beaucoup, Ludmila Totieva. Je vous rappelle que vous êtes membre de l'association Groupe Ukraine Action. Et à présent, nous allons revenir en France dans une bataille plus pacifique, la bataille pour l'Elysée. La présidence de la République peut-elle se gagner ou se perdre en ligne? On reçoit aujourd'hui le stratège numérique du candidat Éric Zemmour, Samuel Lafont. Sud Radio Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot. Nous sommes à moins de 45 jours du premier tour et nous l'avons prophétisé sur Sud Radio, l'Élysée va se gagner ou se perdre sur les réseaux. C'est la raison pour laquelle, à partir de maintenant, chaque semaine, Politique sous influence reçoit le stratège numérique d'un des principaux candidats. Et le candidat de Reconquête a été celui dont la percée a été la plus fulgurante, la plus remarquée, mais aussi, il est vrai, la plus critiquée sur les réseaux. Et nous recevons aujourd'hui celui qui est l'auteur de cette stratégie, pour l'instant très très gagnante, Samuel Lafont. Bonjour Samuel Lafont. Bonjour. Nous le recevons en compagnie d'un expert des stratégies numériques, Cyril Attias, fondateur, CIO de l'agence mediasociaux.com. Soyez le bienvenu à bord. Merci. Cyril, on va compter sur votre expertise aussi pour cuisiner Samuel Lafont, si je puis dire. Commençons par quelques mots aimables pour affaiblir un peu votre vigilance. On en parlait sur Sud Radio la semaine dernière, dans Politique sous influence, avec l'étude réalisée par la société Meltwater. Si l'on met de côté le chef de l'État, Emmanuel Macron, votre candidat caracole très très nettement en tête. On peut dire qu'il survole les réseaux sociaux, loin au-dessus des autres. C'est aussi grâce à cette stratégie, je crois, que Reconquête, au moment de son lancement, en à peine quelques jours, a pu enregistrer 60 000 adhésions. C'est aussi grâce à vous donc que les caisses de Reconquête sont pleines. C'est aussi grâce à vous, enfin, que les meetings d'Éric Zemmour sont pleins à craquer, parce que je pense que vous jouez un rôle aussi dans le remplissage de ces meetings. Bref, indiscutablement, Éric Zemmour vous doit beaucoup. Mais avant de vous demander comment vous y êtes pris, peut-être qui êtes-vous c'est quoi? Alors, on sait que vous avez été militant de la Manif pour tous, proche de François Fillon en 2017, même soutien de François Fillon en 2017. Vous avez étudié quoi? Vous avez étudié le numérique, par exemple, et aujourd'hui, vous vous définiriez comme un militant professionnel? Moi, je suis un militant politique avant tout, pour la France. Je me bats pour la France, et donc j'ai un engagement politique pour la France. Et je pense que la meilleure personne à soutenir cette année, clairement, c'est Éric Zemmour. C'est le meilleur candidat, et depuis très longtemps, pour défendre notre pays. Moi, j'ai fait du droit, de la philosophie, j'ai été en école de commerce. Donc pas de numérique, finalement? En fait, j'ai toujours un appétit pour le numérique, et pour moi, le numérique, c'est un outil pour militer. Et qui est très efficace. Et j'ai découvert ça rapidement parce que j'ai commencé à l'Uni, où j'ai appris beaucoup de choses en 2007 chez moi à Nîmes dans le Gard. Syndicat étudiant de droite. Voilà, donc sur le terrain, j'ai fait 5 ans à l'Uni, dont 2 ans au Bureau national. Et en fait, dès le début de mon militantisme à Nîmes, j'ai commencé à militer sur Facebook, puis Twitter. Et après, sans entrer dans tous les détails, j'ai regardé comment est-ce qu'on faisait des pétitions en ligne, comment est-ce qu'on fait l'emailing, le marketing direct, toutes les techniques en fait qui nous permettent ensuite d'avoir l'ensemble des piliers qui nous permettent de développer une stratégie numérique. Et c'est ce qui fait la différence avec les concurrents, c'est que les autres concurrents, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de stratégie numérique. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a une stratégie numérique, mais d'abord c'est une stratégie politique, et l'outil numérique est au service de la stratégie politique. Il y a deux choses. Et pas l'inverse, c'est ça? Vous avez des thèmes numériques, typiquement, qu'est-ce qu'on fait du Web3, qu'est-ce qu'on fait de la crypto, qu'est-ce qu'on fait de la blockchain. Éric Zemmour en a parlé pour parler de demain. Et d'ailleurs, je dis souvent sur ce sujet que ceux qui sont incapables de maîtriser le Web 2.0 aujourd'hui, qui sont incapables de faire une campagne correcte de communication numérique, ils ont un peu de mal à nous parler de demain. Enfin, ils sont pas crédibles sur demain. Le fait est que cet aspect-là thématique, qu'est-ce qu'on veut faire pour la France en 2030, 2040, 2050 sur le numérique? Ça, c'est
dominant. Politique. Après, il y a le numérique comme outil de campagne et qui en fait monte depuis des années et qui a été sous-exploité en France. Moi, ce que c'est ça qui nous intéresse là maintenant vraiment en fait, parce que vos méthodes sont efficaces, elles sont saluées par tous, y compris par vos opposants, mais elles sont aussi contestées et contestables. Et ce que Cyril Attias me faisait remarquer en préparant cette interview, c'est qu'en tapant Google stratégie réseaux sociaux Éric Zemmour, on tombe sur astroturfing tout de suite. Alors astroturfing, Cyril, vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Oui, alors l'astroturfing en définition, c'est ce qu'on appelle une technique qui consiste en la simulation d'un mouvement spontané ou populaire à des fins d'ordre politique ou économique pour fabriquer l'opinion. Donc en gros, ça consiste la nature, à donner l'impression d'un sentiment majoritaire pour justifier une prise de position, une idée ou un mouvement. Donc c'est un petit peu artificiellement, on va simuler un engouement pour un sujet. Vous assumez ça Non, on ne fait pas. On a déjà répondu 25 fois à Mediapart, à tout le monde. La réalité, c'est qu'en fait, le numérique, c'est très vaste et que c'est normal d'avoir des journalistes qui ne connaissent pas l'ensemble du sujet numérique. C'est normal, je leur dis directement, c'est normal que vous ne connaissiez pas tout le numérique. Donc, ils prennent des mots-clés, comme astroturfing par exemple, et puis ils accusent quand ils ne comprennent pas ce que font les autres. Ah mais c'est pas, c'est pas nécessairement une accusation parce que parce qu'en fait nous on n'a pas besoin de ça. La réalité c'est qu'en fait ceux qui font ça c'est qu'ils utilisent des robots en fait. Et nous on n'utilise pas de robots. On l'a toujours dit depuis le début, on n'utilise pas de robots, on n'a pas besoin de robots, on a une armée de militants. Alors ça, moi je pense que c'est absolument incontestable que vous avez, d'ailleurs vous n'êtes pas les seuls, la France Insoumise aussi, Emmanuel Macron aussi, il y a des gens qui croient, qui adhèrent, disons, à votre leader d'une part et qui adhèrent à vos idées. Donc il y a un véritable phénomène de militantisme et moi je veux bien croire, c'est une évidence, ça saute aux yeux pour quiconque vous suit, qu'il y a des gens qui adhèrent et il y a des gens qui jouent le jeu. Et d'ailleurs vous vous en cachez pas, vous donnez des instructions qui sont exécutées. Et peut-être que les autres devraient vous imiter d'ailleurs s'ils se plaignent. C'est pas le sujet trop, c'est que là il y a quand même une étude assez sérieuse du Monde, on a regardé ça, mais vous la connaissez bien sûr, puisque vous étiez même interviewé par Le Monde, et on voit que pour 23 000 tweets, il y a 17 comptes. Donc le truc, est-ce que c'est pas de l'astroturfing dans le sens où les 17 comptes ont fait ce qu'il fallait, et d'ailleurs vous leur avez donné des instructions en ce sens, et ça a fait monter la sauce, mais vous pouvez l'assumer peut-être? Alors, c'est pas ça du tout, c'est pas question d'assumer. Moi, quand j'ai fait l'interview qui a duré plus d'1h15 où j'ai expliqué ce qu'on fait en stratégie numérique aux journalistes du Monde, il avait un angle dès le début, c'était de dire vous êtes des méchants sur Twitter. Mais là, c'est pas notre cas, c'est le sujet. J'entends bien, mais je reviens sur qu'est-ce qu'a été cette enquête, qui n'a pas véritablement été une enquête. Mais répondez-nous sur le fond. Oui, sur le fond, en fait, il y avait trois comptes, un petit 3 comptes que je ne connaissais même pas. Il faut bien comprendre que nous, on a des milliers de personnes. Sur un seul groupe, on a plus de 1500 personnes qui sont prêtes à chaque moment de la journée à envoyer du contenu. Donc en fait, on n'a pas besoin de ça. En revanche, je vais vous faire une exclusivité pour Sud Radio. Si vous voulez ce qui s'est passé cette nuit, on a découvert à l'instant, juste avant que je rentre dans les studios, qu'on avait sur 2 hashtags sont montés très vite en France. Emmanuel Macron, d'une part, à 2h du matin, et Poutine à 3h du matin, avec une série de mèmes, que des mèmes, et c'était les mêmes mèmes. D'abord à 2h du matin et après à 3h du matin. On ne sait pas pourquoi. On sait qu'une des conséquences, c'est que ça a floudé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mème, Cyril? Vous pouvez nous rappeler? Un mème, c'est un gimmick, c'est-à-dire c'est une transformation d'une image qu'on va un petit peu... qu'on va publier sur les réseaux. Un visuel. Voilà. Okay. Donc c'est des choses comme ça, c'est des codes qu'on reprend. Généralement un peu second degré, clin d'œil. Un peu second degré, etc. Donc ça fait passer le message un peu mieux, c'est un peu moins formel. En tout cas, c'est ce qui est utilisé. Et ce sont les mêmes dans les deux cas. Ce sont les mêmes mèmes qui ont été. Les mêmes mèmes, c'est le cas de dire. Les mêmes qui ont été utilisés effectivement. Et d'abord à 2h du matin, après à 3h du matin. Une des conséquences que ça a eu, c'est que ça a occulté les messages argumentés. On ne sait pas si c'est pour ça que ça a été fait. On a des équipes qui sont en train de travailler dessus pour comprendre pourquoi ils ont fait ça et qui a fait ça. Mais en tout cas, ça a été fait cette nuit. Et ça a été fait de manière très brute. C'est très visible. Diantre. Donc je vous demande si vous aidez la nature et vous me répondez que d'autres aident la nature aussi en fait. Ah oui, alors que nous on a des militants. Nous on aide pas la nature. On a des militants qui sont très engagés. Et en fait, mais est-ce que c'est incompatible, Samuel Lafont? Est-ce que parce que ce sont des militants qui font quand même ce que vous leur demandez de faire? Absolument. En fait, je pense que c'est prendre le problème dans l'autre sens. Et je sais que d'ailleurs que et quand la France Insoumise a dit la même chose à un autre journaliste que moi, on ne savait pas qu'on allait dire la même chose, mais c'est que si vous commencez à imaginer que vous avez besoin de robots pour militer, c'est que vous avez un problème de candidat, un problème de parti, etc. Oui, mais là, vous m'entraînez sur les robots. C'est un autre sujet, les robots. Vous pourriez ne pas avoir de robots et vous pourriez avoir des militants qui font monter la sauce. C'est-à-dire, parce que là, si on regarde ce que vous avez fait avec les femmes avec Zemmour, les militaires avec Zemmour, etc., les hashtags, les fameux hashtags, vous donnez des consignes et un certain nombre de gens qui sont vos militants et votre armée numérique, je pense qu'on peut parler d'armée numérique, ils exécutent ces consignes et en faisant ça, ils font monter. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des robots et ça ne veut pas dire que c'est profond. Très bien, le point est important parce qu'effectivement, nous, on fait monter des sujets facilement. Et je dis qu'on fait monter des sujets facilement. Mais, l'enquête du Monde dont vous parlez nous accusait d'avoir des robots. Oui, ce qui est faux. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Voilà, je sais bien, mais ce qui est faux.
D'accord. La campagne électorale, par exemple, de Trump, c'est un modèle pour vous? Moi, j'ai un modèle, c'est tout ce qui marche. Je regarde tout ce qui Donc marche. ça a plutôt bien marché. Donc à droite, à gauche, qui a été fait aux États-Unis par Trump. On a souvent parlé d'Obama, ce qu'a fait Bernie Sanders, ce qui peut être fait en Italie, en Espagne, en Angleterre. Ce qui marche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est techniquement ce qui marche. D'accord. Mais est-ce que vous trouvez que ces méthodes qui fonctionnent, des fois, ne sont pas à la limite de la démocratie, de la propagande, de la désinformation, surinformation? Comment est-ce que vous pensez que c'est un vrai... est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est vraiment utile pour votre cause? Je pense que c'est très important d'être présent sur le terrain numérique et qu'en fait, le véritable changement, c'est qu'on était très en retard en France. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tout le monde est sur Windows 95 depuis des années et que là, on a fait une mise à jour brutale. Voilà, donc les autres, ils ont encore leurs ordinateurs qui sont en train de tourner, qui sont en train de chauffer. Et nous, ça fait un moment qu'on a commencé la campagne avec, en état d'esprit, dès mars 2021, le déploiement d'une stratégie en essayant d'utiliser tout ce qui était possible d'utiliser avec les techniques à jour. Évidemment, chaque jour, on essaie de s'améliorer. Chaque jour, on essaie de faire mieux. Chaque heure, j'ai envie de dire, on essaie de faire mieux. Mais on utilise les dernières méthodes, les dernières techniques. On a les meilleures équipes là-dessus. Je pense pas que ce soit une question de démocratie, ou plutôt, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de s'exprimer librement, de manière immédiate. Bon. Et c'est important pour nous. En fait, on va dire, on va se mentir, que ce soit en ligne ou offline ou online, comme on dit, en ligne ou dans la vraie vie, de toute façon, il y a des gens qui sont des militants, qui sont impliqués, et il y a des techniques de propagande politique qui sont vieilles comme le monde. Que ce soit en ligne ou pas en ligne, sinon c'est pas si différent que ça. Mais en fait, c'est comme si vous faisiez du tractage du porte-à-porte, massif, mais en ligne. Et en fait, avec un effet démultiplicateur. Mais c'est important de maîtriser cet outil. Effectivement, je pense que beaucoup d'équipes de campagne sont passées à côté de ça, parce qu'il y a encore des hommes politiques et des femmes politiques en France qui pensent que le numérique, c'est juste un endroit, c'est juste Twitter, et que c'est juste un endroit pour mettre des communiqués de presse. Et en fait, c'est un peu plus que ça. Mais si vous refusez de voir la réalité en face, bien vous faites dépasser rapidement. Ils sont fait dépasser très rapidement. La réalité, c'est que maintenant, on est à 40 jours des élections, enfin du premier tour. Mais même s'ils avaient commencé à s'y mettre en septembre, ce qui a été le cas de personnes, ils auraient été incapables de rattraper ce qu'on a fait depuis mars. Je comprends. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Vous connaissez le concept de bulle de filtration, c'est-à-dire que sur Internet et sur le monde numérique en général, les gens parlent aux gens qui sont comme eux, d'accord, qui sont déjà convaincus. Est-ce qu'il y a indéniablement un succès de votre côté sur ce qui se passe en ligne? Mais est-ce que c'est forcément un succès dans les urnes? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un énorme carton en ligne qui ne se reflète pas dans les urnes? Alors en fait, il y a une fausse croyance qui consiste à dire qu'il y aurait des vrais gens dans la rue et des faux gens sur Internet. On l'entend encore, j'ai entendu encore... Pas des faux gens, mais des gens plus clivés. Oui, entendez-moi. C'est-à-dire qu'en gros, on ne toucherait pas les véritables personnes sur Internet. Je l'ai entendu encore en 2022. La réalité, c'est qu'en fait, vous pouvez convaincre, persuader quelqu'un en lui parlant face à face, en lui parlant au téléphone, en l'envoyant en courrier papier ou sur Internet. Il y a plein de manières différentes de convaincre quelqu'un. Et donc, si vous parlez aux gens sur Internet, vous pouvez aussi les convaincre sur Internet. Il faut savoir que la majorité des Français sont sur Internet très majoritaire. La majorité des Français sont sur Facebook aussi. Donc on peut parler aux Français directement sur Facebook. Et si on parle de Twitter, parce qu'on peut parler de plein de choses différentes, on n'a parlé que des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est un pilier parmi les 5 piliers de la stratégie numérique. Donc c'est tout petit. On est vraiment encore sur la partie immergée de l'iceberg. Mais est-ce que vous avez des mesures Si on parle que de Twitter, on touche les Français directement et on touche les Français indirectement parce qu'on met en avant nos thèmes et qu'après ces thèmes sont repris, ils sont diffusés par les médias, sont diffusés par les influenceurs et in fine, on touche les Français. Bon, je rappelle que vous êtes le stratège numérique d'Éric Zemmour et on va vous faire passer en revue les autres candidats et au scanner de votre expérience à vous. Alors restez avec nous. Sud Radio Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot. Alors nous sommes avec Samuel Lafont, le stratège numérique d'Éric Zemmour, de Reconquête. Je crois que vous êtes attaché à cette idée qu'il y a 5 piliers dans une stratégie numérique politique. Alors allez-y. Moi, c'est important qu'on en parle parce que souvent, quand on parle du numérique, on parle que des réseaux sociaux et dans les réseaux sociaux que Twitter. Et des publications sur Twitter, c'est-à-dire 1% du numérique, vraiment la partie émergée de l'iceberg. Moi, je considère qu'il y a 5 piliers dans le numérique, dans cet ordre-là. D'abord, la création de contenu. Ensuite, la mobilisation sur les réseaux sociaux. Ensuite, la création de sites, l'emailing et la gestion de communauté. Vous pouvez ajouter et tout ça, c'est dans un ordre chronologique. Il faut... Pas nécessairement, après c'est un cercle vertueux, mais d'abord il faut avoir beaucoup de contenu. Vous pouvez ajouter 2 éléments, le big data pour faire un lien avec le terrain et pour avoir des algos qui tournent, et également la partie technique, il faut avoir des gens très très bons techniquement pour améliorer des tâches en interne qui prennent beaucoup de temps, typiquement. Mais ces 5 piliers-là sont nécessaires. Et en fait, dans la plupart des campagnes, on ne s'occupe que des réseaux sociaux, il y a très peu d'emailing, les sites ne sont pas optimisés. Donc il n'y a pas de relais. En fait, c'est un peu comme au rugby, on ne transforme pas l'essai quand on marque, c'est ça? Mais typiquement, c'est comme si vous aviez une équipe, il vous manque... Ça m'intéresse que vous parliez de ça, parce que justement, c'est souvent une comparaison que je fais. C'est comme si vous avez une équipe, il manque la moitié des joueurs, ou, ça ne peut pas fonctionner.
Je comprends. On vous parlait du big data et tout à l'heure, Cyril Attias vous parlait de Donald Trump, mais c'est pas le seul. Il y a quand même une exploitation des données qui sont recueillies, qui sont aspirées à travers votre travail sur les réseaux sociaux, et ça permet finalement, d'une certaine façon, un peu de faire du sondage en temps réel ou du sondage extrêmement fin. Est-ce que ça vous permet, je reviens sur ma question, de sortir un peu de votre, j'allais dire, de votre milieu de militance naturelle, c'est-à-dire pas seulement convaincre les gens qui sont déjà convaincus ou les mettre en musique d'une certaine façon, mais de vous dire, voilà, j'identifie ce pourquoi telle ou telle catégorie résiste ou ne répond pas bien à tel argument, donc on va modifier l'argument, on va modifier la munition. C'est très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. La réalité, c'est que si on écoute les Français, ça va beaucoup plus vite que d'avoir plein d'algos qui tournent avec des jeux, et en écoutant soi-même pas les Français. Il faut d'abord écouter les Français. Nous, ça nous sert à deux choses principalement. D'abord, on a une cartographie avec des données publiques, que des données publiques de l'INSEE, et des anciens résultats électoraux, qui nous permettent de dire où sont les zones plutôt favorables électoralement, en priorisant. C'est-à-dire qu'en fait, on veut aller partout, on a la possibilité d'aller partout. Il y a 110 000 adhérents aujourd'hui en Reconquête, on peut couvrir tout le territoire national, mais comme toute action, il faut mettre des priorités. Donc on a fait un système de cartographie qui s'appelle Épervier, qui nous permet de prioriser les zones où on veut aller. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément... Alors c'est marrant, parce que vous dites, il suffit d'écouter les Français, mais en fait, vous utilisez Épervier pour savoir où aller quand même. Pour prioriser les zones... Vous faites pas ça à l'aveugle. Pour prioriser les zones de tractage, parce qu'en fait, il y a des éléments qui sont tellement grands que c'est difficile... c'est un peu la géologue, alors c'est vraiment ça. Oui, sans données personnelles. C'est qu'avec des données par bureau de vote, donc il n'y a rien d'individuel. Et de l'autre côté, nous, on a des personnes qui nous donnent leur email et qui reçoivent des campagnes d'email derrière via l'outil qu'on utilise, Nation Builder, et qui nous permet d'être très performants en ligne. Mais c'est deux éléments séparés. Mais vous n'avez pas de mesure, un peu comme dans des études marketing qualitatives, où vous vous rendez compte que finalement, vous ne pouvez pas étendre votre électorat parce que là, il y a un blocage. Ça vous faites pas ça? En fait, c'est un peu dommage pour vous. Si je veux dire, ce que je réponds souvent, c'est que je vois beaucoup de gens autour de moi qui me parlent de mesures et qui sont obsédés par la mesure et à veiller sur ce qu'ils font eux-mêmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action. Et en fait, quand ça marche, on le voit direct. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible, mais où est-ce que vous passez votre temps? Où est-ce que vous passez votre temps? Moi, je vois beaucoup de gens, je l'ai vu dans les autres campagnes politiques que j'ai fait auparavant, qui passaient beaucoup de temps à regarder si c'était beau, si c'était bon. Non, nous, on avance et on le voit, en fait, que ça marche. Vous qui êtes un grand défenseur de l'entreprise privée, je pense qu'effectivement, il y a une armée rouge dans les entreprises de gens qui, au lieu de produire, se regardent produire pendant que les Chinois produisent. Ça, je suis assez d'accord avec vous. Il faut prioriser. Il faut prioriser. Nous, on a d'abord misé sur l'action. Après, on voit très bien, on a des indicateurs simples, mais vous savez, c'est des stats qu'on voit en quelques minutes. Il n'y a pas besoin de faire... Vous avez, vous, des indicateurs, justement, pour... D'abord, il y a combien de personnes dans votre équipe? On est 1500 dans le numérique. 1500. Moi, je tiens sur les 1500 parce que je tiens à remercier d'ailleurs toutes les équipes. Oui, mais c'est pas vous avec les 1500. Ah oui, mais c'est le travail qui est fait incroyable. Ce qui fait la différence entre l'équipe numérique d'Éric Zemmour et les autres, c'est qu'on a beaucoup plus de gens très compétents. J'ai vu dans tous les domaines des gens extrêmement compétents parmi les meilleurs en France et qui passent beaucoup de temps. C'est pas 2-3 heures par jour. J'entends, Samuel, mais vous nous parlez des 5 piliers, par exemple. Est-ce que ça veut dire que votre équipe, elle est structurée autour de ces 5 piliers? D'abord structurée autour de ces 5 piliers, oui, effectivement. D'accord, ok. Donc finalement, on revient à quelque chose d'assez ancestral. Les Romains, vous savez, ils commandaient dans l'armée 5 personnes, et 5 personnes commandent ensuite 5 personnes, et ainsi de suite. Ok, on revient aux autres candidats. Avec votre expertise à vous, si on passe en revue les candidats, vous voyez des choses qui sont frappantes. Prenons, on va commencer par la gauche. De la gauche, Fabien Roussel, c'est plutôt bien ce qu'il fait en ligne. Si vous étiez son conseiller numérique, vous leur diriez quoi au Fabien Roussel, Taubira, Hidalgo? On va commencer par cela. Alors on est encore en campagne. Donc je ne vais pas donner de conseils trop précis, mais je dirais que... Ça risquerait de les aider, il ne faut pas parler à... Roussel a un slogan qui est intéressant, et d'ailleurs qui a permis de le faire monter, en plus des positionnements qu'il a eu sur la France populaire et sur l'art de vivre français. Avec la gauche viandard, c'est mieux que la gauche caviar. Oui, voilà, c'est ça. Je dirais qu'Hidalgo et Taubira sont inexistantes, véritablement. Et comment vous expliquez ça? Ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas envie. Véritablement. Je pense qu'ils pensent véritablement que c'est mineur. Il y a un blocage un peu idéologique face aux GAFAM, c'est ça? C'est le premier, absolument. À l'utilisation Internet en général. Ils pensent que le monde n'a pas changé, que le monde est tel qu'il était quand ils sont nés. Et en fait, le monde change et c'est... Et à votre avis, est-ce qu'il y a un phénomène générationnel aussi? Parce que la France insoumise, c'est un peu comme chez vous. C'est-à-dire qu'on voit quand même pas mal de jeunes. Ce qu'a fait la France insoumise, ou chez Macron d'ailleurs. Ce qui est un peu comme nous, Macron n'est pas très bon sur Internet en fait. On pourrait y revenir. Ce qu'a fait la France insoumise, qui sont bons sur les réseaux sociaux. Il est pas bon, il est quand même pas mal placé. Il est visible parce qu'il est très visible, institutionnel. Oui. Mais par exemple, sa chaîne YouTube, on l'a dépassé en très peu de temps. En très peu de temps, maintenant, on doit avoir 2 fois plus d'abonnés que lui sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube d'Éric Zemmour par rapport à celle de Macron. Non, Jean-Luc Mélenchon sont bons sur les réseaux sociaux, mais il manque une partie en termes de création de contenu, et puis j'ai l'impression la gestion de communauté, puis l'emailing, bref. Mais ils le savent, parce qu'on a déjà parlé en se croisant.
Emmanuel Macron, ce qu'il avait fait de fort en 2017, ça a été beaucoup critiqué à l'époque, mais c'était l'adhésion gratuite en ligne. Parce que c'est toujours le terrain qui décide et lui, il n'avait pas de base de contact. Donc l'adhésion gratuite en ligne lui a permis d'avoir rapidement beaucoup de contacts. Mais sinon, il a fait rien de sensationnel. Et d'ailleurs, la dernière campagne qu'il a lancée avec vous a fait un flop complet. Il est arrivé juste tendance 4 en France et c'était... Il s'est fait larguer de Tinder, c'est pas terrible. Mais McFly et Carlito, c'était pas mal. Chez les jeunes, ça a bien marché. Bon, à voir. Soyez beaux joueurs. Non, véritablement, je pense qu'on verra les conséquences. Après, quand il les a accueillis à l'Élysée, ça a été assez mal vu. Donc, je pense que il y a plein de choses fines à faire et qui sont pas faites. Vous avez des influenceurs, vous, qui roulent un peu pour vous? C'est très important comme question parce que souvent, quand on voit les choses de manière binaire, et moi j'ai déjà des gens qui m'ont approché en ce sens-là, c'est est-ce qu'on va demander des choses des influenceurs? Non, c'est pas ça. La réalité, ce qui se passe, c'est si vous faites une campagne qui plaît et si votre candidat plaît, il y a des personnes qui naturellement vont parler de cette personne sur Internet. C'est exactement ce qui s'est passé pour Éric Zemmour. Et depuis le début, moi je crois en la puissance créatrice de chaque Français. Et je me dis qu'en fait, on fait une campagne présidentielle et pas une campagne dans un village. Voilà, il faut être à l'échelle et donc on doit compter sur la puissance créatrice de l'ensemble des Français qui veulent faire la campagne et donc il faut permettre à chacun de s'exprimer et ça passe notamment par le fait que dès le début on n'a pas imposé de charte graphique parce que moi j'ai envie que chacun puisse créer et on va avoir de nouvelles surprises qui vont sortir prochainement. On est en train de préparer des trucs vis-à-vis du Japon, on est en train de préparer plein de choses. J'entends ce discours est très lyrique et on se laisserait presque baratiner mais par contre il y a un risque à ça, c'est quand même ça peut être le bazar. Tout à l'heure vous parliez des gens qui ont fait des bots, on dit oh mais c'est pas moi, c'est les autres. Bon, soit vous laissez la puissance créatrice, mais si vous laissez la puissance créatrice, comment vous contrôlez? Alors, la base, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bouton on-off sur Internet. Donc, vous ne contrôlez pas tout. Ceux qui croient qu'on peut tout contrôler se trompent et ne comprennent pas la nature d'Internet. Ça veut dire que concrètement, vous nous expliquez que vous ne sanctionnez jamais des gens qui franchissent des lignes rouges au nom de votre candidat. Attendez, mais s'il y a quelqu'un d'autre... Si vous les gaulez, bien sûr. Mais s'il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui fait quelque chose que vous ne pouvez pas le maîtriser. Mais alors, la réalité, c'est non, qu'en fait, mais par contre, s'il y a des militants qui font des choses en votre nom et qui dépassent les bornes, vous pouvez les stopper, non? Les militants, en fait, depuis le début, ce qu'on a permis, ce qu'on a offert de certaine manière aux militants qui sont offerts eux-mêmes, sont des victoires. Depuis mars, des victoires en étant en tendance sur Twitter, en imposant des thèmes, en faisant passer des idées, en mettant Éric Zemmour sur le devant de la scène sur Internet. Et donc, ils savent ce qu'il faut faire maintenant. Et donc, on a énormément de cellules traduction, des cellules sur tous les sujets. Il y a Wikipédia dont on parlait récemment. On doit faire une autre émission sur Wikipédia parce que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer sur Wikipédia. On a des cellules sur plein de thèmes avec des gens qui sont organisés. Wikipédia, ils avaient des choses à vous dire, apparemment. Enfin, certains. Ah oui, mais ils sont trompés. Ils sont farakiri. C'est pas grave, hein, tant pis pour eux. On en reparlera. Et on a différentes cellules qui sont très organisées. Chaque cellule sait ce qu'elle a à faire avec un chef et des personnes qui militent. Et chaque jour, ces gens-là savent qu'ils militent pour la même cause. Dans la stratégie numérique, au service de la stratégie globale pour faire élire Éric Zemmour en 2022. Ok, on en reparlera, mais il y a effectivement 7 de vos proches, enfin de vos proches, pas de vous, mais de la campagne qui ont été sortis, qui étaient des contributeurs de Wikipédia et qui ont été sortis par Wikipédia. Mais c'est un autre sujet. Mélenchon, il est bon, non? Quand même, il est très très bon sur le numérique. En fait, ce qu'il a fait de bien, c'est sur les réseaux sociaux, il fait facilement monter des sujets. Il est derrière nous, encore une fois, mais il fait facilement monter des sujets. Et il a utilisé depuis un moment, dès 2017, en fait, un Discord. Donc, il est allé au-delà du parti en faisant participer des citoyens pour avoir des compétences, notamment techniques. C'est quelque chose qu'il a fait bien en 2017, qu'il continue à faire et que les autres ne font toujours pas. Nous, on l'a fait depuis le début de la campagne aussi. Et en fait, c'est de se dire, est-ce que je fais une campagne à 5 sur le numérique? Parce que je comprends qu'il faut être plus nombreux, en fait. C'est juste du temps homme après. Hein. Ok. Alors bon, votre substitut 3, comme dire les économistes, l'autre candidate à la droite de la droite, Marine Le Pen, d'un point de vue technique, numérique, ne parlons pas de politique, mais sur la manière dont elle s'y prend. Non, on est en retard. Elle est en retard? Ok. Diagnostic, pourquoi, en 2-3 points? Parce que sur les 5 piliers, il y a plein d'éléments qui ne sont pas maîtrisés. Ok. Valérie Pécresse, j'imagine que, pareil, vous allez lui tailler un short. On a parlé d'un SMS qui a été envoyé à tout le monde. Ils ont envoyé à toute leur base un SMS pour attaquer Éric Zemmour. Vladimir Zemmour, ils sont arrivés derrière nous, derrière notre hashtag du jour qui était un hashtag parmi tant de hashtags. Et nous, on a juste envoyé des messages sur Twitter. Ils n'ont personne. Ils sont arrivés 8e tendance France, on est arrivé 7e tendance France. Nous, on l'a fait en quelques minutes en plus. Et ils n'ont personne, en fait. Oui, mais là, arrêt sur image. Oui. C'est pas parce qu'ils ont des opinions différentes des vôtres. C'est parce que techniquement, ils sont pas bons. Vous le dites vous-même, d'ailleurs. Oui, c'est parce que techniquement, ils sont pas bons. C'est pas... Tant pis pour moi, j'espère une chose, c'est qu'après cette campagne présidentielle, en France, on se dise en fait le numérique c'est un outil très puissant pour plein de choses et que, que tous nos politiques se mettent un peu à jour de ce qu'il est possible de faire maintenant sur Internet.
Alors, dernière question que j'avais à vous poser, c'est bien sûr sur le chef de l'État. Est-ce qu'il est bon, pas bon? Vous avez déjà commencé un peu à répondre. Et puis peut-être finir par cette question. Est-ce que, à votre avis, la présidence de la République peut se gagner ou se perdre en ligne? Moi, je pense que ça joue beaucoup parce qu'en fait, vous avez le numérique en soi. Donc, est-ce qu'on est visible sur les réseaux? Est-ce qu'on envoie beaucoup d'emails? Qu'est-ce qu'on dit comme message? Qu'est-ce qu'on fait passer comme message? Est-ce qu'on impose nos thèmes? Et ensuite, il y a tout ce que permet le numérique. Le numérique, ça permet aussi de lever des fonds. Ça permet de faire un lien avec le terrain. Ça permet de mettre en scène ce qui va être fait très prochainement, là, partout en France, une opération de porte-à-porte massive pour Éric Zemmour. Et ça, en fait, on fait toujours un lien entre le numérique et le terrain. Les deux sont totalement imbriqués et ceux qui opposent les deux se trompent totalement. Très bien. Écoutez, je pense que vous nous avez donné une belle leçon numérique, mais la campagne n'est pas terminée non plus. C'est-à-dire qu'on verra dans les urnes si oui ou non l'avance numérique est une avance dans les urnes. Merci à tous. L'émission est à présent terminée et on restait avec nous. Les programmes continuent sur Sud Radio. On parle auto avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau. Et cette semaine, on va parler du véhicule autonome.